Le bœuf. Cette bête puissante et endurante tout en muscles, avec son cou massif, son dos solide et ses longues cornes effilées, est un défi lancé à la nature. L'homme a appris à maîtriser son ancêtre l'auroch pour en faire cet animal de travail. À ses côtés, le bœuf a abattu des arbres, déblayé des pierres, retourné la terre tout en lui fournissant l'essentiel pour se nourrir et se vêtir. Parti il y a 10 000 ans à la conquête des plaines et des prairies, on le retrouve aujourd'hui sur tous les continents de notre planète. Il y a 18 millions d'années, vivait dans les forêts d'Eurasie un petit mammifère discret et solitaire. De l'Europe à l'actuel Pakistan, il aimait paître dans les clairières humides et les marais à l'orée des bois. L'animal ressemblait aux plus petites antilopes d'aujourd'hui. Cette mini-bête à cornes s'appelle Eutragus. Elle est l'ancêtre commun d'une famille aujourd'hui célèbre, les bovidés. Les populations de cette mystérieuse créature évoluèrent au fil du temps pour s'adapter aux différents milieux naturels du monde. Elles donnèrent naissance, il y a 5 à 10 millions d'années, à une vingtaine d'espèces, dont le puissant auroch. L'homme en choisit certaines pour les domestiquer et lie alors son destin à cette incroyable famille animale. C'est ainsi que zébus, yaks, buffles d'eau et bœufs virent le jour. Le lien vital qui unit l'homme et le bœuf est resté intact dans le nord-est de la Turquie, au pied du Caucase, non loin de là où la domestication de l'ancêtre auroch a commencé, il y a plus de 10 000 ans. Umit est éleveur de Eylaïnek, une race primitive locale. Chaque année, il perpétue une tradition millénaire et ancestrale, la transhumance. Avant de partir sur les hauts plateaux, nous ornons le front de nos vaches, veaux et taureaux avec des colliers de perles et des couronnes de laine que nous avons confectionnées. C'est à la fois pour embellir nos animaux, mais aussi pour les protéger contre le mauvais œil. Il y a 5000 ans, les hommes adoraient déjà cette bête à cornes pour son endurance et son lait. Et l'estive était, comme pour Umit et les siens, un moment fort dans leur relation avec l'animal. Pendant une journée, Umit, comme toutes les familles de la vallée, mène cette grimpeuse hors pair aux membres longs et à la poitrine étroite vers ses quartiers d'été, les prairies d'altitude. Après 12 km de marche, le village d'Estive, accroché à la montagne, surgit. Pendant 2 mois, hommes et bêtes y seront inséparables. Nous amenons tous nos bêtes ici, où chaque famille a sa maison et son étable au rez-de-chaussée. L'animal s'habitue ainsi à notre voix et à notre odeur, qu'il reconnaîtra. La proximité que nous avons avec nos vaches renforce notre lien avec elles. Quand j'en appelle une, elle se reconnaît et vient à moi. Les bovines sont au cœur de la vie d'Umit et des éleveurs. Et ces familles, séparées les unes des autres dans la vallée le reste de l'année, vont vivre ensemble dans ce village d'altitude durant l'été. Les bovines rapprochent les hommes. Dans la vallée, toutes les maisons de notre village sont dispersées. Mais ici, sur le plateau, les maisons sont proches les unes des autres. Ici, il y a plus de cohésion, de cordialité entre habitants. Pendant l'été, je peux donc voir plus facilement un membre de ma famille ou un voisin. Sans que l'on s'en rende compte, les animaux nous unissent encore plus. Sur le plateau, nous faisons preuve davantage d'attention et d'affection envers notre voisin ou notre ami. Cette belle énergie, cette tendresse, nous les recevons des animaux et nous les transmettons à nos voisins, à nos amis. En fin de compte, c'est des animaux que nous avons appris ce que sont l'affection et la tendresse. Et nous maintenons cela au haut plateau. La vie durant l'estive suit depuis toujours le même rythme. Chacun y a sa place.
Nos mères, nos sœurs, nos femmes descendent tôt le matin à l'étable pour la traite. À ce moment de la journée, les vaches ont vraiment beaucoup de lait. Pour que cela ne porte pas préjudice aux veaux, on en prend la moitié pour nous-mêmes et les petits boivent le reste. Tous les matins, après la traite, une nouvelle ascension va pouvoir commencer, à la recherche des meilleurs pâturages. Au sifflet du vacher, il faut se mettre en marche. Chaque année, l'estive est pour nous un but à atteindre. Là-haut, sur les plateaux des sommets, le terrain est vaste et les pâturages offrent aux bêtes une herbe riche pour produire en quantité le meilleur lait. La vie en altitude a un effet positif sur le développement de nos animaux. Dans la lumière crue du matin, le troupeau commence à s'ébranler en direction des pâturages, à plus de 2500 mètres d'altitude. Pendant 2 mois, nous allons vivre au rythme de ces journées. Pendant 2 mois, nous sommes ici avec nos bêtes. Nous nous occupons d'elles. Et elles s'occupent de nous en quelque sorte. Ces animaux sont à la fois nos amis et notre moyen de subsistance. Mon père faisait de l'élevage et son père avant lui. C'est notre gagne-pain. Le vacher fait paître les vaches de 6 h du matin à 5 h du soir. Les premiers jours, c'est lui qui les ramène au village. Puis elles finissent par retrouver leur maison toutes seules. Son travail s'achève quand toutes les bêtes sont de retour chez nous. Ces animaux sont à la fois nos amis et notre moyen de subsistance. Il ne peut y avoir qu'un seul taureau protecteur et maître du troupeau. Il était jadis désigné par les combats en pleine nature. Les taureaux sont dorénavant opposés chaque année dans l'arène, afin que les rapports dominant-dominés s'établissent loin des alpages. Il ne s'agit pas d'une guerre. Pour nous, il s'agit d'une tradition véritablement ancestrale. Il ne faut surtout pas y voir de mauvaises intentions. Ces luttes sont organisées depuis des années, non pas pour faire du sport. Le but est de réconcilier les animaux. Les taureaux se battent car ils ont besoin d'une démonstration de pouvoir entre eux pour déterminer un leader. Les combats de taureaux ont toujours été des choses naturelles. C'est dans la nature même des bêtes. Si l'on n'organisait pas ces combats contrôlés et ne les réconciliait pas entre eux avant l'estive, ils se battraient en montagne et se causeraient du tort. Ça pourrait même leur causer la mort. On évite ce danger par ces combats. Quand je regarde le combat de taureaux, j'ai des sensations assez particulières. Surtout lorsque je regarde mon propre taureau. Comme je veux qu'il gagne, je suis surexcité. Comme si je faisais moi aussi ce combat avec lui. C'est comme si ce n'était plus le taureau, mais moi-même qui combattais. Je suis au petit soin pour lui. Je fais attention à ce qu'il ne se blesse pas à cause des pierres ou des arbres quand je le fais marcher. Vous savez, un parent veille sur son enfant pour qu'il ne tombe pas malade, pour qu'il n'ait pas froid. C'est pareil avec mon taureau. Mon taureau, c'est mon confident, mon ami. Je lui parle pour le motiver quand je le gratte dans l'étable. Quand il marche, je viens derrière lui et je lui parle également. Je dis « Vas-y mon fils ». Comme ça, quand il entend ma voix lors du combat, il me regarde et il adapte sa lutte. Les taureaux sont des animaux nobles.
Ce sont de belles bêtes, avec leur morphologie et leur apparence. Comme ils représentent la puissance, on veille sur eux en tant que peuple d'Artvin. À l'image du mythe et de ses familles dans les alpages turcs, il existe depuis des millénaires une relation unique entre l'homme et les bêtes à cornes. Mais d'où vient-elle? Comment l'homme a-t-il réussi à domestiquer l'ancêtre sauvage en docile animal? Bœuf, vache et taureau, autant de noms pour un même animal, dont l'ancêtre est aujourd'hui disparu, l'auroch eurasiatique. Il était à la fois craint et admiré dans toute l'Eurasie. Il a fait l'objet de nombreuses représentations par les artistes de la préhistoire. D'immenses peintures à son effigie ornent par exemple l'extraordinaire salle des taureaux, dans la grotte de Lascaux. Avec près de 2 mètres de haut, des cornes impressionnantes et une force hors du commun, il n'est pas surprenant qu'il ait attiré l'attention des hommes. Tout commence il y a 10 000 ans. En Anatolie, dans le sud de la Turquie actuelle, des villageois ont l'idée de capturer et d'apprivoiser quelques troupeaux sauvages et impétueux pour les domestiquer. Témoin de cette relation, le site archéologique de Çatalhöyük, près de Konya, est l'un des plus anciens villages agricoles au monde. Il nous livre le quotidien d'un village du 6e millénaire avant Jésus-Christ. Tout ici traduit une civilisation du taureau. Représentation, trophées et même les premières traces de sa domestication. C'est ce qui intéresse les archéologues comme Siler Silingeroglu. Les processus de domestication sont assez complexes. L'auroch était trop agressif, très puissant. Ses cornes très grandes et assez fortes. Il pourrait normalement passer pour un animal que vous ne voudriez pas domestiquer. Mais si vous sélectionnez ceux qui ne sont ni trop agressifs, ni trop grands, ou encore jeunes, et que vous les domestiquez, en quelques générations, vous aurez créé une nouvelle espèce, car ce processus provoque des changements assez importants chez l'animal. Siler et son équipe ont découvert de nombreux ossements fossilisés qui témoignent de l'évolution morphologique des animaux. Sous l'influence des hommes, certains caractères de l'animal sont renforcés tout en améliorant sa docilité. L'espèce passe ici du sauvage au domestique en quelques générations seulement. La plus grande différence, c'est que les animaux domestiqués sont beaucoup plus petits que leur ancêtre l'auroch. On remarque également que leurs cornes deviennent elles aussi plus petites. Grâce à la comparaison d'ossements provenant d'aurochs sauvages et d'aurochs en cours de domestication, la chercheuse est parvenue à décrire comment l'espèce a évolué au contact des hommes. On peut dire qu'un nouveau type de relation est né entre les animaux et les hommes à partir de l'ère néolithique. De toutes nouvelles espèces d'animaux commencent à vivre avec l'homme et à partager avec lui les mêmes espaces, prenant la place d'espèces sauvages qui étaient jusqu'alors consommées en tant que gibier. D'autre part, le fait que les animaux soient gardés dans les lieux d'habitation a engendré une toute nouvelle relation et un tout nouveau mode de vie pour les populations d'animaux. À part le fait de procurer une source fiable de viande à l'homme néolithique, la domestication du bœuf a joué un rôle dans l'avènement de certains aliments dérivés. En tête de ceux-ci se trouvent bien entendu le lait et les produits laitiers.
Il est aujourd'hui largement admis que ces produits issus de la domestication ont eu un impact positif sur la santé des hommes. La relation entre l'homme et l'auroch s'est construite durant des centaines d'années, évoluant de gibier et figures symboliques à véritables partenaires. Pour arriver à ses fins, l'homme a sélectionné la descendance domestique de l'auroch, devenu bœuf, et au fil des générations, a réduit sa taille et rendu l'animal plus docile. Devenu élément de pouvoir et monnaie d'échange, le bœuf s'est répandu au gré des déplacements humains de la Mésopotamie jusqu'à l'Afrique du Nord, 5000 ans avant notre ère, puis, un millénaire plus tard, de l'Orient vers l'Europe. Défricheur de la forêt, il a accompagné la sédentarisation et la conquête des prairies. Le Portugal conserve encore les traces de cette transformation de l'environnement au profit des hommes. Sans la petite mais robuste Cachena, jamais l'homme n'aurait pu défricher et labourer ces territoires montagneux. Et comme toujours ici, en attendant qu'on fasse appel à elles pour les travaux des champs, les vaches sont laissées libres dans le maquis, qu'elles entretiennent au profit de tout un écosystème. La race Cachena, c'est une des plus petites vaches d'Europe, et peut-être du monde. Elle a des cornes allongées, le museau très long, ce qui lui permet de s'alimenter dans des endroits où d'autres animaux ne vont pas. C'est à cause de ça qu'on l'appelle Cachena ou Cabreira, la chèvre. Cabreira parce qu'elle réussit à se nourrir au beau milieu des falaises, comme les chèvres. C'est une race qui, dans l'écosystème, a beaucoup de pouvoir, d'impact, une grande valeur. Parce qu'elle maintient la montagne plus propre. Elle est à proprement parler un animal qui nettoie la montagne et qui ne permet pas que cet environnement ait beaucoup trop de buissons. La Cachena joue aussi un rôle important dans la pollinisation de la montagne. Parce que, comme il y a beaucoup de Cachena dans ces montagnes, le fumier qu'elles produisent aide à la pollinisation de ce territoire et de l'ensemble de l'écosystème. Les Cachenas se défendent assez bien contre le loup. Quand elles sont attaquées par le loup, elles forment un cercle en se serrant les unes contre les autres, cornes vers l'extérieur. Elles forment un cercle au sein duquel le loup n'arrive pas à entrer. Même si la Cachena se défend elle-même assez bien du loup, dans les temps anciens, elle avait besoin que des pièges soient construits. La construction de ces pièges permettait d'attraper les loups qui décimaient non seulement les Cachena, mais aussi les autres animaux. Leur construction était ronde, et on mettait une chèvre à l'intérieur du piège comme appât pour le loup, puis on faisait des battues. Les populations voisines de la Serra do Soajo se rassemblaient et formaient une chaîne humaine.
La chaîne humaine remontait peu à peu la montagne et le loup était obligé de fuir le plus haut possible. Et quand il arrivait à proximité du piège, il entrait entre deux murs qui convergeaient vers ce piège. Il devait ensuite tomber dedans. Quand la chèvre bêlait, le loup sautait dans le piège, mais n'arrivait plus à ressortir grâce à des linteaux posés sur le dessus de la construction ronde. Et c'est seulement comme ça qu'on arrivait à mieux protéger les cachenas, les chèvres et les moutons que nous avions au sommet de la montagne. Un peu plus au nord, à Cistello, la Cachena a contribué à façonner ce paysage rocheux et escarpé. Avec la Cachena, l'homme a déplacé du matériel et charrié les pierres pour convertir ces versants abrupts en terrasses cultivables. Dociles sous l'œil de Pedro, les vaches retournent la terre et charrient encore les pierres pour l'entretien des murets. Ce paysage qui a été créé par l'homme l'a aussi été par les vaches et les bœufs qui ont aidé à le façonner. Ce sont eux qui ont permis le transport du matériel, des pierres pour l'élaboration des terrasses et des maisons. Travailler encore aujourd'hui avec ces animaux reste nécessaire, parce qu'il y a beaucoup d'endroits où nous ne parvenons pas à le faire à l'aide des tracteurs. La seule manière de travailler ces parcelles en terrasse, c'est avec les animaux. C'est une technique idéale et indispensable de travail des sols, qui permet de les aérer, de les préserver, et de cette manière, de garder un paysage jeune et intact. Le rôle de la personne qui se met devant les animaux est primordial. Elle doit savoir les guider. Le rôle de celle ou celui placé sur le côté est tout aussi important. Elle ou il doit savoir les orienter au toucher. Et pendant le labour, il est important de bien choisir la personne qui se positionne sur la charrue. Elle doit être légère, afin de ne pas rajouter trop de contraintes aux animaux. Les trois parties fonctionnent comme une seule. Si l'une d'elles manque, on n'arrive pas à contrôler l'attelage correctement. Pour obtenir un animal capable de labourer et de tracter correctement, il faut l'entraîner. Il doit être calme et bien connaître les pas ou la façon de marcher de son maître, qui guide à l'avant de l'attelage. Et ce point est sans doute le plus important. Car si l'animal possède une bonne relation avec son maître, il le suivra. Si une belle relation unit les deux, l'ensemble marche comme un tout, comme une machine, à la perfection. Ces travaux sont donc très importants, car si la vache ne travaille pas régulièrement, elle peut perdre ce savoir-faire. Il en va de même pour l'homme s'il ne travaille pas suffisamment avec les autres, aussi bien ses voisins que l'animal. Ce savoir-faire se perdra aussi. Volta. Oh. Volta e vira, volta-se. Tira, tira.
Dans ce Portugal fier de son histoire bovine, une race incarne cette relation puissante qui lie hommes et vaches depuis des millénaires. Cousine plus massive de la cachena, c'est la barossa. Bête de travail, bête à concours, les éleveurs comme Jouan la vénèrent. C'est une race très forte, qui s'adapte bien au froid et à la pluie. C'est une race de montagne. Elle possède les caractéristiques indispensables pour survivre en pleine nature. D'un point de vue morphologique, l'animal doit posséder une poitrine puissante et un large cou. Jouan fait partie de ceux qui perpétuent le combat de taureaux. Comme en Turquie, la pratique fut initialement instaurée pour asseoir l'hégémonie d'un seul taureau sur le troupeau. Ces luttes de sumo sont devenues une véritable tradition sportive qui s'inscrit dans ce culte du taureau, au comportement naturellement belliqueux. Quand les animaux remportent un combat, ce sont eux qui gagnent, et non l'éleveur qui a juste aidé à les mettre en valeur. Celui qui vainc vraiment, c'est toujours l'animal. Quand l'animal arrache la victoire, il gagne le respect de l'homme et son amour. Le mot n'est pas trop fort pour qualifier la relation qui existe entre Jouan et son taureau de combat, Bonito. 968 kilos de muscles et d'os, des mensurations hors du commun. C'est en observant ces taureaux que l'on comprend pourquoi l'homme a tant misé sur cet animal. Bonito et moi, c'est une drôle d'histoire. Comme je l'élève depuis qu'il est tout petit, il a toujours été très docile avec moi. Bien que ce soit un taureau de combat, il sait quand il doit être calme et pacifique, et quand il doit être combatif. On se comprend, et il est content quand on est ensemble. Mais Bonito est à la fin de sa vie, il ne combat plus. Le dernier combat où je l'ai emmené, c'était il y a 2 mois. Il s'est positionné, mais a détourné la tête et a refusé l'affrontement. Il m'a fait comprendre, ne m'emmène plus ici, c'est fini. Et maintenant il est ici, avec moi. C'est difficile de le faire abattre, c'est comme ça. La vie des animaux se termine forcément un jour. Ça va me rendre triste ce jour-là. Je ne sais même pas ce que je vais faire. Je perdrai l'animal que j'aime le plus. Bonito, je veux l'accompagner à l'abattoir, le voir et boire une goutte de son sang. C'est quelque chose que je veux conserver pour le reste de ma vie. Au fil du temps, l'homme a développé une relation unique avec l'animal. Et après s'être répandu dans toute l'Eurasie et avoir contribué au développement de l'agriculture jusqu'au Moyen-Âge, l'animal à ses côtés entame une nouvelle conquête. Le bœuf traverse l'Atlantique à bord des vaisseaux de Christophe Colomb entre 1493 et 1521. Depuis la Floride et les côtes mexicaines, les grands troupeaux permettent aux hommes de s'alimenter et de se vêtir. En tête de cortège, les bêtes tirent les chariots des colons à la conquête de l'Ouest américain. Le bœuf atteint ainsi la côte ouest vers 1806. Les ruées vers l'or des années 1850 achèvent la conquête des vastes plaines du Far West. L'ancêtre de ces vaillants bovins est la mythique Longhorn, toujours présente en Amérique. Devenue symbole d'un glorieux passé, elle a laissé sa place à des races plus modernes et beaucoup plus productives. Il existe pourtant quelques endroits où la Longhorn, la plus ancienne race bovine d'Amérique, résiste et demeure le cœur battant de la Grande Plaine. Comme chez les Maguire. Lorsqu'ils déplacent un groupe d'une 50aine de têtes, les cow-boys du ranch travaillent en équipe et perpétuent un savoir-faire ancestral. L'image du western dans toute sa splendeur. C'est dans les années 1880 que l'histoire commence entre les Maguire et la Longhorn, une vache résistante, à la silhouette carrée, aux pattes fines adaptées à la marche,
à la couleur mouchetée et aux cornes dont l'envergure peut dépasser les 2 mètres. Depuis que cette race, issue des premiers peuplements taurins hispaniques, leur a permis de survivre aux terribles sécheresses des années 30, le lien des Maguire avec la Longhorn est devenu indéfectible. Ma famille a eu l'opportunité de venir ici pendant la course aux terres, qui s'est déroulée il y a maintenant 125 ans, et elle a pu y établir sa propriété. Ils ne se doutaient pas à l'époque que 125 ans plus tard, leurs descendants vivraient de ces terres et de ce qu'ils y ont bâti. Pour moi, le fait de savoir que mon arrière-arrière-arrière-grand-père a, comme moi, travaillé ces mêmes terres, c'est quelque chose qui me laisse sans mots et qui est indescriptible. Vous savez, le truc avec les Longhorns, c'est que ces animaux sont des bêtes qui vivent entre 22 et 27 ans. Donc, quand on passe autant de temps avec ces animaux, on finit par développer tôt ou tard une relation. Alors, la plupart du temps, on continue de les garder jusqu'à ce qu'il soit temps pour eux de partir. On leur procure un foyer agréable jusqu'à ce fameux jour. Et parfois, on les laisse prendre leur retraite. Ils l'ont mérité. Les Longhorns ne sont pas qu'un mythe. Ces animaux font preuve de qualités indéniables qui fondent leur réputation. Par exemple, la qualité de leur lait. Et pas seulement la quantité qu'elles peuvent produire, la qualité est très bénéfique pour les veaux que j'élève. Autre chose, ce bétail est aussi un peu plus résistant à certaines maladies que d'autres races d'origine anglaise. La valeur de la viande des Longhorns a fait l'objet d'études scientifiques. Elle se révèle plus fine et maigre qu'un filet de poulet. Cette viande est saine, car nous n'utilisons aucun stéroïde ou hormone de croissance dans nos troupeaux. Il y a tant de qualités prêtées aux Longhorns et bénéfiques à l'industrie de la viande qu'il y aurait bien plus à perdre qu'à gagner à les voir disparaître. Sans oublier que ces vaches sont de magnifiques animaux. Elles sont tout simplement très belles, majestueuses et liées à notre histoire. Depuis les origines, l'homme a remarqué chez l'animal un caractère ardent et combatif, hérité de l'ancêtre sauvage. Et il a imaginé un grand nombre de jeux et de rites lui permettant de se mesurer à la bête à cornes. Une façon de prouver sa bravoure et de célébrer ce lien homme-animal, comme ici aux États-Unis, avec le célèbre Bucking Bull ou taureau à ruade, qui s'inscrit au plus profond de la culture. Les ranchs de l'État d'Oklahoma fournissent à longueur d'année au rodéo autant de taureaux bouillonnants que de jeunes hommes prêts à en découdre. Leur objectif est très simple, tenter de se maintenir sur leur dos une poignée de longues secondes. Lance Boyd est l'un des éleveurs de Bucking Bull les plus réputés. Ces animaux sont à mi-chemin entre la bête sauvage et l'animal domestiqué. Certains ne supportent pas qu'on soit dans leur enclos et vont nous chasser jusqu'à la clôture. Ce sont des animaux en troupeau qui sont animés par un instinct de survie. Et c'est cet instinct de survie qui a traversé les millénaires.
À travers les années, on a sélectionné génétiquement ces animaux pour qu'ils se comportent en athlètes. Certains sont assez sauvages, donc, dans un premier temps, on les habitue à être touchés. Et seulement une fois que l'on a fait ça, on commence à utiliser le matériel d'entraînement. Une boîte posée sur le dos du taureau qui ne le blesse pas. C'est seulement un poids de 5 kg dont il cherche à se débarrasser et qui est libéré sous notre contrôle par une commande à distance. Pour faire un bon taureau de rodéo, il faut de la vitesse, de l'intensité quand il se débat, qu'il s'élève dans les airs, qu'il rue aussi haut que possible et qu'il bouge comme un athlète. Ces taureaux sont des athlètes. Ils sont élevés, entraînés et nourris comme des athlètes. Et c'est ce qu'on recherche. La plupart d'entre eux, dès leur naissance, juste en observant leur morphologie, on sait qu'ils vont pouvoir devenir ces athlètes. L'homme a travaillé sur les instincts de la bête et ses caractères innés pour que le taureau devienne un champion de bucking bull. Les taureaux de Lance Boyd sont particulièrement redoutés à Wyandotte. Dans ce temple du bucking bull, on célèbre le lien entre l'homme et le taureau de la façon la plus exacerbée qui soit. La chose est prise très au sérieux. Les cow-boys mettent leur vie en jeu pour rester quelques secondes sur le dos de la bête. On pratique le bucking bull comme un sport à part entière, comme le foot ou le football américain ou tout autre sport. C'est un sport de cow-boy qui remonte aux années 1800. Le but du taureau est de se débarrasser du cavalier, qui cherche lui à rester sur la bête, jusqu'au sifflet marquant les 8 secondes. Si vous avez un taureau qui reste longtemps monté à chaque fois, ce n'est probablement pas un bon taureau. La relation entre le cavalier et le taureau, c'est comme une danse. Ils essaient tous les deux de faire leur travail du mieux qu'ils peuvent, et l'un essaie de battre l'autre. Le cow-boy essaie de chevaucher le taureau, et le taureau essaie d'éjecter le cow-boy de son dos. Le rider doit effectuer des contre-mouvements pour parvenir à garder l'équilibre, rester en avant et ne pas être éjecté sur le côté du taureau. Mais il n'y a pas grand-chose à faire pour lutter contre ce que le taureau décide. Ils sont juste là pour une danse. Certains de ces animaux deviennent vraiment sauvages quand ils sont dans le box, et cela peut prendre du temps pour les rassurer. On n'a pas besoin de leur injecter quoi que ce soit. On ne le veut pas. On ne leur administre aucun produit. Le box du rodéo ne doit pas pour eux être associé à la douleur ou toute autre chose négative. On veut que ce soit une expérience positive pour eux, parce qu'on veut qu'ils aillent bien. Si d'une manière ou d'une autre, ils sont agités ou perturbés, ils ne se porteront pas bien. Encore bien vivace, l'amour et le culte coexistent aujourd'hui avec une réalité bien différente, qui a progressivement pris le dessus. Un immense business, une véritable industrie, où prime production de masse et rentabilité. Les races les plus anciennes, parfois millénaires, sont remplacées par des races plus récentes. La Black Angus, une race à viande d'origine écossaise, en est le parfait exemple.
cette championne de la production bouchère, améliorée génétiquement afin d'être toujours plus résistante et productive, compose de nos jours l'essentiel du cheptel américain. La Black Angus et ses consoeurs représentent plus de 70 millions de têtes, qui fournissent aujourd'hui les steakhouses du pays. Elles sont amenées à l'Oklahoma National Stockyards Company, le marché aux bestiaux officiel. Une ambiance unique où les Stetson côtoient les bottes en autruche. Un monde d'hommes, dirigé par une femme, Kelly. Quand le bétail arrive dans les parcs, les bêtes sont regroupées selon leur provenance et ensuite triées et pesées selon une règle fédérale. Elles sont ensuite envoyées dans un enclos où un responsable va réunir le bétail et proposer un prix de marché de départ. S'il dit 150, les enchères vont démarrer à ce montant. L'enchère en direct est une méthode pour atteindre le juste prix. Les acheteurs et acheteuses vont lever les mains, faire des gestes jusqu'à la clôture de l'enchère, à la dernière offre. La plupart des acheteurs ont un truc spécial qu'ils font, parfois en tapotant à peine simplement sur leur téléphone. Le preneur d'enchères doit être très rapide et bien observer toute la foule pendant la vente. Ces enchères sont très vivantes, avec des grands gestes ou d'autres très discrets. Et tout cela se déroule rapidement et en toute fluidité. Il arrive parfois que l'on vende jusqu'à 700 têtes de bétail en 1 heure. Je crois que quand on est né dans quelque chose comme ça, cela reste avec nous. On ne peut pas s'en défaire. C'est dans le sang. Mais Kelly n'est pas uniquement la directrice du marché aux bestiaux. Elle est aussi éleveuse de père en fille depuis plusieurs générations. Ce savoir-faire, qui est de prendre soin d'animaux qui pèsent jusqu'à 750 kilos, à savoir des bêtes 10 fois plus grosses que nous et qui nous font confiance, ça fait garder les pieds sur terre et rester authentique. Ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que si nous n'avions pas toujours ce souci des bêtes, qui d'autre que nous l'aurait ? La plupart des bêtes négociées sur le marché dirigé par Kelly ne continueront pas de vivre dans de verts pâturages. Malgré la convivialité de certaines traditions, la réalité de l'élevage bovin nord-américain a de quoi faire froid dans le dos. Aujourd'hui, la majorité des bœufs du pays grandissent dans des feedlots, ces parcs d'engraissement sans herbe, où les granulés remplacent les graminées, où la santé des animaux n'est maintenue que par des antibiotiques. Car il faut satisfaire l'appétit des Américains, qui consomment 29 kilos de viande de bœuf par an et par habitant. Avec cette production ultra-intensive, le bœuf, autrefois figure chérie et indispensable auxiliaire, devient matière première produite à la chaîne, mettant en péril la richesse des races, le savoir-faire des bêtes et leur rapport privilégié à l'homme.
Aujourd'hui, le bœuf est le mammifère le plus élevé sur Terre, avec un cheptel mondial de 1,5 milliard de têtes. Les tristement célèbres feedlots symbolisent ce gigantisme et l'excès d'un productivisme débridé, à l'impact délétère pour notre planète. Et si nous parvenions à reconstruire avec le bœuf une relation plus qualitative, à l'image des Longhorns? Un retour à des races anciennes pourrait bien être la clé d'une nouvelle harmonie entre l'homme, le bœuf et l'environnement. Certaines races primitives se sont discrètement adaptées aux écosystèmes où l'homme les avait placées, et parfois même oubliées. En les remettant à l'honneur, certains éleveurs défendent une histoire et proposent un nouveau chemin, comme ici, en terre aquitaine. Sur les bords de la Garonne, la bordelaise, une petite race quasiment disparue en 1960, a été redécouverte par des éleveurs qui l'apprécient. Mon combat, c'est de préserver cette race, parce que c'est l'une des races les plus faibles de France. Il y a moins de 200 vaches en tout, qui autrefois a été reconnue meilleure vache laitière de France. On en a exporté jusqu'en Indochine en 1920. Il y en avait partout en Aquitaine et un peu partout en France. Et à l'après-guerre, le système, on va dire, agricole est parti dans des vaches plus performantes, plus industrielles. Et les petites races primitives, on va dire, les anciennes races, les vieilles races de France ont commencé à disparaître dans la bordelaise. Non loin des prestigieux vignobles bordelais, le jeune éleveur bio pratique une agriculture vivrière, dans laquelle l'élevage est complémentaire des autres activités de la ferme. Et tous les jours, il constate que la race bordelaise possède un mode de vie plus respectueux de l'environnement que la plupart de ses cousines. Le but, c'est pas de la garder dans un musée ou dans un zoo, dire voilà, ça c'est une bordelaise, c'est joli, mais on n'en fait rien. Je voulais travailler avec le conservatoire et partager, on va dire, et mettre ma pierre à l'édifice pour sauvegarder une race en voie d'extinction. Et du coup, là, pour moi, la bordelaise a été totalement apte à être sur les bords de Garonne, puisque historiquement, il y en avait plein sur les zones humides. Elle est très bien adaptée à ce milieu-là, à ce type d'herbe-là. Elles entretiennent un territoire, elles entretiennent une biodiversité. Et en la sauvant, c'est aussi en la remettant dans l'assiette du consommateur pour qu'il puisse regoûter à des bons produits sains et naturels, où nous, on est juste intervenu en s'en occupant et en s'occupant des veaux. Derrière, de l'autre côté, hop. Chaque année, au mois d'août, ces veaux sont pesés. Ces données permettent de mieux connaître la race, sauvée de l'extinction il y a peu. Il faut les attraper, les mesurer, les câliner, ce qui rappelle ce lien fort qui unit les hommes à leurs bœufs. 255. Depuis toujours, j'ai grandi dans la ferme familiale. Mon père donnait des noms aux vaches et aux veaux, mon grand-père aussi. Et je les appelais par leur prénom. Et aujourd'hui, je fais pareil, quoi. Je donne des noms à mes animaux. Quand il y en a une qui va taper sur l'autre, je crie son nom. Hop, tout de suite, elle sait que je parle d'elle, elle va s'arrêter. L'animal est au cœur de la vie de l'exploitation, là où se tissent des liens étroits entre l'éleveur et ses animaux. C'est nous-mêmes qui amenons nos veaux à l'abattoir. On arrive à se détacher, mais il y a toujours un lien affectif. Et comme je dis souvent, ça fait partie d'un sacrifice, comme depuis la nuit des temps. Si on veut s'occuper des mères et des autres vaches et du taureau, il faut faire tourner la ferme, on va dire, économiquement. Et même quand on les amène à l'abattoir, on les amène, on leur parle, et ils sont calmes, détendus, et après au moment de l'abattage, pour moi, j'arrive à me déconnecter quand je récupère ma viande, et on les remercie presque de pouvoir nous nourrir et de pouvoir s'occuper du reste du troupeau. La réhabilitation de la bordelaise illustre le renouvellement de la relation homme-animal. L'animal s'adaptant parfaitement à son environnement et l'homme agissant de concert avec lui. La race est même capable de valoriser des territoires peu salubres ou peu accessibles, comme des friches industrielles ou des parcelles agricoles inondables et délaissées.
Plus au sud, il existe dans les montagnes du Pays basque une race singulière qui participe à cet équilibre de manière inattendue, la Bétisu. Elle serait le résultat d'un croisement datant du Moyen-Âge entre des aurochs alors en voie de disparition et des vaches domestiques. Échappées des troupeaux lors des transhumances en montagne, elles ont mystérieusement survécu. Aujourd'hui, il ne reste plus que 300 de ces petites vaches et taureaux roux, aux poils hirsutes et aux os saillants. Un troupeau relique. En broutant, en piétinant la végétation, les Bétisus, libres comme l'air et n'appartenant à personne, entretiennent et enrichissent le paysage de manière unique, comme autrefois leurs ancêtres sauvages. Les Bétisus sont tellement associées au territoire qu'elles font partie désormais à la fois de la biodiversité et de la culture locale. Face aux enjeux de demain, préserver cette race n'est-il pas une façon de restaurer le précieux lien entre l'homme et le bœuf, entre le monde sauvage et la civilisation, à l'image de l'auroch, l'animal mythique par lequel tout a commencé.